Bonjour et bienvenue au WebTech, aujourd'hui vendredi 13 mars, sur les données et l'intelligence artificielle, en vue des défis, des challenges des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver qui se tiendront en février 2030 en région Sud et en région Aura. Nous accueillons les différents intervenants. Bonjour Nicolas Gardan, bonjour Nicolas Guibal. Nous avons aussi Julien Chocroun de DataGreen. Merci d'être là. On patiente quelques secondes, si vous le voulez bien, le temps que les différents participants se connectent. Et vous êtes nombreux. Et ce qui est sympa aussi pour ce WebTech, un petit peu spécial, c'est qu'il y a beaucoup de stations de ski, stations de montagne dans le département 04, 05, donc des territoires, et qui vont aussi accueillir ces Jeux olympiques qui se connectent, qui ont eu l'information par la région Sud. Et c'est très bien, nous en sommes ravis. Allez, hop là, voilà. Donc bonjour, bienvenue au WebTech sur les données et l'intelligence artificielle en vue des Jeux olympiques et des challenges dans la montagne. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes pile à l'heure, c'est super. Merci beaucoup d'être là. Donc, je le disais, ce WebTech est un peu spécifique. On en fait un tous les mois autour d'une technologie innovante, prometteuse, mais un peu complexe. Et cette session, ce sera autour de l'intelligence artificielle et de la data en général. Elle s'inscrit pleinement, en fait, dans la dynamique qu'a lancée la région Sud pour favoriser la formation, la transformation digitale aussi, et les opportunités liées aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver en 2030. Donc, beaucoup de stations, beaucoup de collectivités des Alpes du Sud se sont connectées. Hein. Vous êtes normalement en ligne grâce à l'information de la région. Mais aussi certains offices de tourisme des deux régions hautes des Jeux olympiques, donc Aura et Alpes du Sud. Donc, c'est une opportunité pour vous, pour finalement peut-être innover, vous connecter avec des offreurs de solutions innovantes qu'on va vous présenter autour de la data, des données, des infrastructures, de l'intelligence artificielle. J'en profite pour vous informer effectivement de la dynamique. Je ne sais pas si on voit ma slide agenda, on la voit? Oui. Donc, nous allons vous présenter quelques actualités. Ensuite, nous aurons 3 talks de 3 offres de solutions membres de Actantis. Donc, Xilab, je vais revenir un petit peu après dessus, Elda Technologies et puis DataGreen. Vous voyez les intervenants ici. Certains, donc, effectivement, ont changé ou vont intervenir en binôme, et je vais revenir également vers eux. Merci d'être là. Petit souci avec copier-coller malheureux. Donc voilà, je voulais vous informer de cette démarche un peu Open Innovation qu'on a lancée avec 4 autres pôles autour des Jeux Olympiques l'été dernier. Donc on a lancé un AMI. Vous voyez, Actantis était responsable de l'AMI numéro 3. Il n'y en a pas 5, mais 7 de mémoire qui ont été lancés depuis, qui avaient pour objectif d'identifier des solutions innovantes pour accompagner ces Jeux olympiques, ces infrastructures, mais aussi cet héritage post-JO qui est très très important dans cette dynamique des Jeux olympiques qui seront dans notre région. Je voulais aussi vous mettre en avant quelques publications que l'on fait régulièrement pour vous montrer également que Actantis regorge de compétences et de savoir-faire industriels, vous allez le voir, des start-upers, c'est très bien, mais aussi des laboratoires, des chercheurs qui travaillent en région sud notamment, mais pas que, autour de l'intelligence artificielle, du traitement de données. Et donc ça aussi, ça peut contribuer de manière notable à construire des solutions frugales, innovantes, connectés, sécurisés pour justement les stations de ski et les lieux en général qui vont accueillir les JO.
Et enfin, last but not least, je vais donner la parole à Bianca Blasi qui est avec nous, qui justement va nous présenter également, finalement, ça tombe bien, une opportunité de financement, un dispositif de financement qui vient d'être lancé pour les Smart Villages, hein, donc pour les collectivités justement en région sud, hein, autour des Alpes, pour les aider à se digitaliser et se développer. Donc les petites villes, les stations de ski ne sont pas les seuls destinataires, mais finalement les stations de ski et les lieux hôtes, hein, des Jeux Olympiques d'hiver seront une bonne cible également pour ce dispositif de financement qui est un cascade funding, je crois. Bianca, je laisse la parole. Merci Fabienne, bonjour à tous. Je ne peux pas encore présenter, peut-être. Oui, je te désigne présentateur. Merci. Donc Bianca vient de rejoindre l'équipe il y a quelques mois déjà d'Actantis, dans le département. En tant que chargée mission projet européenne, oui, exactement. Voilà. Bianca, c'est à toi. Oui, je vais partager. Est-ce que vous voyez peut-être mon écran? Moi, je ne vois pas. Mais est-ce que vous voyez les autres? Voilà, on voit nous nos têtes, mais on ne voit pas la présentation. Mais on voit non, je ne vois pas. Non, Bianca, je ne vois pas la présentation. Je vais essayer un moment. Pardon. Pourtant, ça marchait tout à l'heure. Oui. Ah, voilà. Maintenant, je pense que... Oui, on le voit. Ok, super. Okay. Je vais passer en diaporama. Très bien. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter ce nouveau projet qui s'appelle Digivillé. Digivillé est un projet Interreg développé sur la zone Alcotra visant à renforcer la cohésion franco-italienne et à soutenir le développement économique et l'attractivité des territoires frontaliers, en cohérence avec la stratégie macro-régionale de l'Union européenne pour la région alpine. Donc, le projet veut répondre aux besoins des petites villes alpines et rurales des zones transfrontalières et les aider à trouver une réponse aux défis majeurs tels que la dépopulation, le vieillissement, la faible connectivité numérique, l'accès limité aux services essentiels et la fragmentation des initiatives de développement. Donc, l'objectif de ce projet est celui d'accompagner ces territoires dans leur transition numérique et durable à travers la co-construction d'un modèle de Smart Village réplicable et qui permet donc de les aider à concevoir leur stratégie d'innovation. À travers ce modèle, Digivillé veut développer un outil numérique qui permet d'identifier les besoins et les solutions locales afin de réaliser des expérimentations de solutions numériques innovantes adaptées aux besoins spécifiques des territoires. En plus, le projet vise la création d'un réseau de pôles locaux favorisant la collaboration entre public et privé et le partage d'infrastructures numériques. Donc, au niveau de thématiques abordées, le projet se lie à ce concept de Smart Village. Il s'agit donc de thématiques telles que le tourisme, la gestion de risques, la valorisation des ressources naturelles, la transition numérique durable, la mobilité ou encore la santé connectée, en général, le développement local. Pour ce qui concerne la cible du projet, comme vous pouvez le voir sur les slides, la cible principale sont les petites communes rurales et alpines des territoires transfrontaliers franco-italiens. Donc également leurs citoyens, communautés et acteurs locaux. Cependant, les entreprises qui proposent des solutions numériques durables sont également un aspect fondamental de ce projet, en particulier pour ce qui concerne la recherche de solutions efficaces aux besoins des collectivités. Donc, pour vous donner quelques chiffres clés du projet, il s'agit d'un projet développé sur 30 mois qui a débuté en septembre 2025 et il se terminera en avril 2028 avec un budget de plus d'1 million d'euros, dont 80% cofinancé par le Fonds européen de développement régional, donc le FEDER. Et le projet se développera sur 5 territoires et sera déployé par 6 partenaires que vous pouvez voir sur le slide.
Bien sûr, Actantis pour les départements transfrontaliers de la région sud, donc le département des Alpes-Maritimes, des Alpes des Hautes-Provence et des Hautes-Alpes. Pour la Ligurie, Anci Liguria, l'unité des communes Val-de-Tène, Morose pour la Val d'Aoste. Et enfin, pour le Piémont, la Fondation Piemonte Nova, qui est chef de file du projet, l'association Cluster Technologique Italien pour les Smart Communities et l'Union des communes de Fossano. Donc, pour conclure, nous sommes dans une première phase du projet et nous recherchons des collectivités rurales dans lesquelles pouvoir développer des expérimentations à travers des solutions fournies par les entreprises. Au niveau du calendrier, ces expérimentations avec les entreprises seront lancées à partir de novembre 2026 avec une première phase d'étude de solutions et une deuxième phase de concrétisation sur le terrain à partir d'avril 2027 et pour toute la durée du projet, donc jusqu'à mars 2028. N'hésitez pas à me contacter pour en discuter si vous avez des questions, si vous êtes intéressé. Vous pouvez trouver mes contacts sur le slide, également sur le site d'Actantis et sur le site digivele.eu. C'est le site qui vient d'être lancé pour le projet, le site officiel. Vous pouvez trouver voilà, les détails sur cette initiative. Et voilà. Donc, merci. Merci Bianca. N'hésitez pas à contacter Bianca si vous êtes intéressé effectivement en tant que justement village qui souhaitait devenir un peu plus smart, accueillant, peut-être pour raison des problématiques voilà, d'accessibilité en montagne, d'infrastructure, d'optimisation de l'énergie, de gestion des données, gouvernance des données, etc. C'est le moment justement de bénéficier de ce financement. C'est vraiment l'opportunité, hein, je le rappelle, avec ce WebTech de connecter les idées, les technologies, les besoins. On est là pour ça. Alors, je vais passer la parole maintenant à Nicolas Gardan de Xilab, hein, qui va nous faire une présentation justement sur son utilisation de l'intelligence artificielle de manière frugale et parcimonieuse pour les équipements de montagne, et les infrastructures. Nicolas, je vous désigne présentateur. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Oui, je rappelle juste une petite, excusez-moi, je rappelle qu'il y a une session questions-réponses pour tous les 4 à la fin des interventions vers 11h45. C'est tout bon? Oui, désolé. Pas de souci. Vous voyez bien mon écran? Bien, très très bien. Ok. Alors effectivement, on va parler d'IA frugale pour les équipements de montagne, les infrastructures. C'est surtout une partie des diapositives, c'est pour poser un petit peu les définitions et le vocabulaire que vous devez entendre un petit peu partout, en notant bien entendu que ce ne sont pas des diapos techno-solutionnisme, bien au contraire, mais en même temps, il ne faut pas passer à côté de cette vague qui peut être intéressante pour certaines applications. Alors très rapidement, Xilab, en fait, c'est une jeune entreprise innovante qui a été créée en 2024. Nous, on est spécialisé dans les jumeaux numériques. Donc, on utilise forcément de l'IA pour des applications plutôt en ingénierie. Donc, on travaille sur de la simulation de mécanique des fluides, par exemple. On est basé à Sisteron, ce qui est plutôt pas courant pour des entreprises de haute technologie, mais on aime bien ne pas être dans les bouchons pour aller au boulot et puis vivre à la montagne. Et puis, on s'appuie sur un réseau, dont le réseau Actantis, sur lequel on est bien intégré, avec qui on travaille beaucoup et de manière très amicale, avec beaucoup de projets. Pour vous positionner un petit peu déjà le vocabulaire, parce que dans le terme d'IA, on entend beaucoup de choses. Nous, on sépare l'IA en 2 grandes parties. On a l'IA générative qui va être l'IA qui va être l'assistant de bureau, finalement, de création. Donc, pour toutes les applications montagne, vous pouvez avoir des assistants qui vont permettre de vous aider à rédiger des projets de recherche, de pouvoir avoir des résumés ou des assistants techniques sur de la documentation de maintenance, par exemple. Vous allez avoir des outils de gestion de ressources humaines beaucoup plus simplifiés et automatiques, mettre en place des chatbots pour la conciergerie. Donc, tout ça, c'est tout ce qui est basé sur des LLM classiques que vous pouvez avoir de manière courante, ChatGPT, Claude, Mistral AI et compagnie. Et vous avez le côté plutôt IA physique. Donc, c'est là où on parle de jumeaux numériques. Donc là, on est plutôt sur les assistants de terrain et d'action. On va parler de maintenance prédictive.
C'est là où vous avez des capteurs finalement sur vos objets physiques, donc sur les remontées mécaniques, des capteurs météo, sur lesquels on va pouvoir interagir avec des réseaux de neurones pour avoir certaines informations. Donc en gros, on a à gauche l'IA qui manipule l'information et à droite l'IA qui agit dans le monde réel, en sachant que, entre guillemets, l'avenir et sur lequel il faut vraiment travailler, c'est l'IA physique. Parce qu'une fois qu'on aura un couplage et on pourra maîtriser finalement ce qu'on récupère du terrain, c'est là où il y a un véritable intérêt et de grosses problématiques de cybersécurité aussi. Entre les deux, on met bien l'impact écologique et éthique, parce qu'on est souvent on a parlé d'impact écologique sur l'utilisation de l'IA, qui pourtant doit être transversale et sur lequel il faut vraiment se pencher. Alors, si on prend quelques définitions déjà, parce que dans l'IA physique, en fait, on parle souvent de jumeaux numériques. Alors, un jumeau numérique, ça vient de où? Eh bien, quand on conçoit un modèle, le drone comme exemple, mais ça pourrait être aussi un équipement de ski, c'est pareil. On a un jumeau virtuel sur lequel on va travailler sans avoir fabriqué les pièces. Donc, par exemple, un drone, on va étudier comment se comportent les hélices du drone numériquement grâce à de la simulation de mécanique des fluides pour voir si on a une bonne portance, si ça répond bien à notre cahier des charges avant de fabriquer. Le jumeau numérique, on a le lien avec la fabrication, c'est-à-dire que là, on a le drone, par exemple à droite, on a un drone de l'air, je vous présenterai l'exemple tout à l'heure, qui a des capteurs et on vient coupler finalement les informations qu'on a du capteur avec notre simulateur virtuel qu'on a à gauche pour pouvoir avoir quelque chose de connecté. Cette connexion, elle peut être synchrone ou asynchrone, c'est-à-dire qu'on peut avoir une action directe sur le drone, mais aussi on peut recevoir des informations pour pouvoir les traiter après sans les avoir en direct. En fait, les jumeaux numériques et les algos d'IA, ça existe depuis très longtemps. Les premiers jumeaux numériques sont arrivés, en fait, publiés, on va dire, avec le programme Apollo de la NASA, où ils avaient finalement des simulateurs physiques au sol pour pouvoir entraîner les astronautes. Et l'exemple le plus célèbre, c'est la panne Apollo 13, où on avait une explosion du réservoir d'oxygène. Ils ont pu réagir et aider les astronautes à corriger le problème parce qu'ils avaient des simulateurs en fait au sol sur lesquels ils ont pu reproduire le problème. Alors c'est de manière asynchrone, ce n'est pas fait en direct, mais ils ont pu reproduire le problème et grâce à des algorithmes spécifiques pouvoir corriger le problème et ramener tout le monde sain et sauf. Et le terme digital twin, en fait, jumeau numérique, est déposé en plus par un ingénieur de la NASA en 2002. Donc, si on parle d'IA en fait frugale ou parcimonieuse, d'où vient ce terme en fait? Les systèmes d'IA classiques se basent sur des serveurs de calcul qui nécessitent énormément de données. Donc, quand on parle d'IA frugale ou parcimonieuse, on est vraiment sur de l'IA physique, c'est-à-dire avoir une connexion avec des capteurs. C'est-à-dire que si on n'a pas de lien de cause à effet, c'est-à-dire des capteurs thermiques, des capteurs de vibration, des capteurs IMU de vitesse, etc., de température, l'IA frugale ou parcimonieuse n'a pas d'intérêt. On est vraiment dans de l'IA physique. Ça ne fonctionne pas très bien non plus avec tout ce qui est captation vidéo. Mais du moment qu'on récupère de l'information physique, c'est extrêmement intéressant parce que c'est des moteurs en fait, de réseaux de neurones que l'on peut embarquer et qui peuvent travailler en direct, donc par exemple sur un drone, sur une remontée mécanique, sans être connecté à du cloud, donc sans être connecté à un serveur. Donc ça permet effectivement en plus d'avoir un peu plus de sécurité sur ces données. Donc on est vraiment sur du jumeau numérique embarqué. On est capable d'avoir des premières informations intéressantes à partir de peu de données, c'est-à-dire qu'on va lui donner des données d'entrée et lui demander de réagir par rapport à une problématique. Il va nous retourner des informations à partir de quelques milliers de données, ce qui est extrêmement intéressant. C'est basé en fait sur le principe du rasoir de Kamm, c'est-à-dire qu'en gros, les solutions les plus simples sont les meilleures. C'est souvent vrai en ingénierie. Et en plus, on a un intérêt sur la consommation de ressources informatiques. Ah, on a une erreur. PowerPoint. Il n'y a pas de d'IA derrière. Pas de souci. Il veut bien redémarrer, c'est le principal. Est-ce que ça remarche? Oui, parfait.
Donc, on a aussi une réduction de consommation de ressources informatiques parce qu'on est vraiment sur de l'embarqué. Donc, l'idée, c'est pas forcément d'avoir quelque chose de très, très fin parce qu'on n'a pas des millions de données, par exemple, météo sur lesquelles on pourrait se baser, mais on peut réagir de manière locale sur des informations qu'on a, qui ont été stockées aussi, sur lesquelles on a pu entraîner notre réseau de neurones pour pouvoir être plus direct et plus frugal. Alors, quelques exemples en fait sur les remontées mécaniques. Il y en a très peu. Donc, là, j'ai sorti à gauche le simulateur de formation que vous avez déjà dû voir, qui est installé par ISA sur l'équipe Valois, qui est une reproduction virtuelle pour pouvoir former les opérateurs sur des remontées mécaniques. Donc, c'est une reproduction virtuelle de la remontée mécanique. Donc, sur ces remontées mécaniques, il y a souvent des capteurs aussi. Et donc, sur ces capteurs, on peut pouvoir faire de la prédiction de panne. Donc, deux exemples sur lesquels on peut se référencer à droite. Un exemple sur des moteurs électroniques pour STM microélectronique. On va pouvoir, à partir d'entraînement de réseaux de neurones, pouvoir identifier quand on a un déséquilibrage de moteur. Parce qu'on a des IMU qui ont été installés et grâce au réseau de neurones, on vient entraîner en conditions normales notre moteur. On voit que ça se passe bien. Une fois qu'il va y avoir un problème, il va pouvoir le détecter en amont et nous prévenir qu'il va y avoir un problème avant que la panne arrive. Le deuxième exemple que j'ai identifié, c'est pour de la maintenance prédictive et pour pouvoir planifier finalement nos maintenances. Pour dire à un moment donné, on doit arrêter les remontées de ski pour pouvoir faire de la maintenance derrière. Chez Airbus, en fait, sur la famille A320, le système il est installé pour pouvoir identifier quand il va falloir rechéper les pneus, c'est-à-dire que les pneus d'avion, à un moment donné, on vient de leur remettre de la gomme. On est capable d'identifier en amont quand il faut réserver l'équipe technique, bloquer l'avion pour changer les pneus, faire le rechépage et pouvoir les remettre après. Ça, c'est des exemples concrets. Alors, c'est souvent dans le domaine de l'aéronautique et de l'automobile que forcément on a les nouvelles technologies qui sont poussées. Mais pour bien vous situer un petit peu la puissance de ce type d'outil, c'est intégré actuellement chez Stellantis pour pouvoir éviter de faire des essais trop coûteux en crash. En fait, les essais de crash, qui soient physiques ou virtuels, comme vous pouvez le voir en bas à gauche sur une simulation, c'est extrêmement coûteux. Donc, on vient positionner en fait des capteurs virtuels sur un réseau de neurones et on est capable de pouvoir faire, à partir d'essais qui ont été mesurés en crash en amont, des prédictions sur les différentes évolutions de design avant d'être obligé de faire forcément des essais crash physiques, mais ils ont réduit de 40% quand même les essais physiques, donc c'est extrêmement forcément intéressant pour eux d'un point de vue financier. Donc ça, c'est réalisé avec un moteur qui s'appelle Neureco, qui est un moteur de réseau de neurones parcimonieux développé par Adagos. Donc, on travaille avec ce moteur parce qu'il est souverain, il est développé en France et il est issu de recherche académique. C'est un mathématicien de Toulouse qui a développé ce concept qui permet, sur la base d'un algorithme d'optimisation topologique, de faire de l'IA parcimonieuse. Dans le domaine de la montagne, on commence à voir ce type d'outils sur tout ce qui est structurel. Donc là, c'est un cas que j'ai ressorti qui a été publié par une agence en Suède où ils travaillent sur tout ce qui est pont, tunnel, qui permettent de faire passer des véhicules sous la neige. Donc, pour tout ce qui est structurel, en fait, ils viennent intégrer dans leur calcul de structure des données météorologiques sur des dizaines d'années pour pouvoir optimiser finalement leur système au mieux par rapport à ce qu'ils peuvent avoir récupéré sur les capteurs. Un autre sujet, c'est tous les capteurs qui sont liés à tout ce qui est avalanche. Donc là, on est quand même beaucoup sur le système, sur des principes de recherche et développement sur cette partie. Pour les deux premiers cas, je ne vais pas parler du troisième sur les drones parce que Nicolas va en parler juste après. Mais sur les deux premiers cas, tout ce qui est capteur intelligent pour étudier à partir des profondeurs de neige, de température, la stabilité du manteau neigeux, ceux qui sont le plus avancés sur ce domaine, c'est les équipes de recherche suisses où ils ont développé quand même pas mal de concepts sur ce domaine. Plutôt concept de recherche et développement pour le moment, quelques entreprises qui se positionnent dessus. Moi, je n'ai pas trouvé de cas vraiment concret qui soit, on va dire, sur étagère pour pouvoir l'installer dans les stations.
Pour pouvoir avoir deux exemples pour terminer sur les applications en montagne, notamment sur les drones qui sont très utilisés. Donc ça, c'est un cas qu'on en a réalisé avec Noreco pour les drones de l'air, où on vient, grâce à un réseau de neurones parcimonieux qui a été entraîné en amont, on vient l'installer directement et embarquer sur le drone. On est capable, à partir des données en fait IMU, donc tout ce qui est analyse de vitesse, le gyroscope, etc., les températures et les données du magnétomètre, trouver finalement un meilleur chemin pour le drone pour pouvoir optimiser sa batterie. Donc à la fin, on a obtenu des gains de 15 à 20% d'énergie sur les batteries. Et la deuxième utilisation, c'est de pouvoir orienter le drone en zone blanche, c'est-à-dire dans les zones où on n'a pas de captation GPS. On est capable, avec des réseaux parcimonieux comme ça, de pouvoir corriger la direction du drone pour pouvoir quand même travailler dans des zones sans GPS. Et enfin, le dernier sujet, je pense que je suis dans les temps. Oui. Le dernier sujet, c'est le sujet du sport qui est extrêmement intéressant sur l'intégration de tout ce qui est données IA ou jumeaux numériques. Donc, un cas que l'on a traité, nous, il y a quelques années avec l'équipe de France de ski. Donc, c'était en 2018 quand ils préparaient les Jeux Olympiques, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. C'est l'équipe de France avec Jason Lamy chez Puy, où on vient reproduire finalement virtuellement le skieur pour pouvoir tester en saut à ski sa position et pouvoir anticiper sa position avant de pouvoir le faire réellement et pour faire des études finalement numériques là-dessus. Donc ça, c'est aussi un sujet sur lequel, pour les stations, il y a certainement du travail sur l'intégration de capteurs et d'IA dans le domaine du sport. Pour la performance des athlètes, c'est ça? Exactement, pour la performance des athlètes. Ok, merci beaucoup Nicolas. Bon, c'est très très bien effectivement d'avoir illustré avec des cas d'usage divers et variés là, pour que effectivement nos auditeurs puissent se projeter aussi sur l'intégration de ces technologies. Je vais passer le mode présentateur donc à Nicolas Guibal de Elda Technologies qui va nous parler de... Bonjour Nicolas, autre Nicolas. D'une plateforme de données qui, pareil aussi, basée sur IA, qui permet différents usages également, de l'optimisation des trajectoires des dameuses jusqu'à l'optimisation également de la hauteur de neige et peut-être en lien aussi avec la production de neige artificielle, dont on parle beaucoup en ce moment avec les risques d'avalanche et autres. Voilà, Nicolas, c'est à vous. On voit très bien. Mon écran ? Oui, très bien. Ouais, super. Bonjour tout le monde, je suis Nicolas Guibal, cofondateur et directeur technique de Elda Technologies. Et donc, je vais vous parler un petit peu de différents sujets. On a parlé de drone un petit peu avant, c'est aussi des choses qu'on applique à la montagne. Et je vous parle aussi de damage. Elda Technologies, c'est une startup toulousaine qui a été créée il y a environ 3 ans par 3 cofondateurs avec un objectif précis qui était, et qui est toujours, de proposer des outils numériques pour la gestion des opérations des stations de ski. Plus concrètement, on est parti d'un besoin assez spécifique, mais que je pense que vous connaissez bien. C'est que le changement climatique s'intensifie. Il y a de moins en moins de neige naturelle sur les pistes. Bon, cette saison est un peu spéciale avec les grosses chutes qu'il y a eu ces derniers temps, mais en tout cas beaucoup moins de neige naturelle qu'avant. Et du coup, les stations font appel de plus en plus à la neige de culture. Il y a aussi l'utilisation des dameuses et du damage, un métier qui évolue, pareil, en lien avec ce réchauffement climatique, avec la thermodynamique de la neige qui change, et du coup des habitudes de travail qui évoluent aussi, et donc qui sont aujourd'hui beaucoup basées sur le savoir-faire des chauffeurs et des responsables. Et enfin, de nombreux logiciels et données sont présentes déjà dans les stations et sont souvent dormantes et pas exploitées à leur juste valeur. Donc, c'est pour ça qu'au sein d'Elda Technologies, nous avons développé Elda Snow, qui est une plateforme pour la gestion des opérations des stations, qui permet de faire une sorte de jumeau numérique de la station avec de la modélisation 3D du manteau neigeux en utilisant diverses technologies que je vais vous présenter ensuite, mais qui permet de prendre les bonnes décisions au bon moment en lien avec tout ce qui va avoir un impact avec le manteau neigeux pendant l'hiver. Donc, ça va être la production de neige de culture, le damage, la gestion des pistes, etc. Et pour ça, on se base sur 2 technologies qui sont le drone et le LiDAR, qui combinés nous permettent de faire de la modélisation 3D à grande échelle
et derrière de proposer en fait des cartographies très précises du manteau neigeux, où en fait on vient modéliser l'évolution du manteau neigeux tout au long de la saison grâce à ces deux technos. Et en fait, dans notre solution, nous venons combiner tout ce qui va avoir un impact sur l'évolution de ce manteau neigeux, c'est-à-dire nous venons corréler les données de production d'agriculture, donc consommation d'eau, tout ce qui va être la gestion des données météo aussi, avec les sondes météo qui sont présentes dans les stations, afin d'apporter un maximum d'informations aux décideurs pour prendre les bonnes décisions par rapport à la production de l'agriculture. Et depuis cette saison, nous intégrons la gestion du damage avec l'intégration de la gestion de toutes ces opérations, c'est-à-dire définir des travaux, des tâches spécifiques pour différentes machines, mais aussi l'intégration de capteurs et de matériel dans les machines, c'est-à-dire une tablette qui va servir de copilote un peu pour le chauffeur et qui va permettre de faire du suivi GPS. On vient faire de la mesure d'épaisseur de neige en temps réel sous la machine grâce à des capteurs GPS corrigés que nous mettons sur la machine. Et le but, c'est vraiment d'apporter le plus d'informations possible, que ce soit au chauffeur, pour savoir un petit peu ce qu'il a sous la machine, comment est-ce qu'il va travailler son manteau neigeux, mais aussi pour les décideurs, c'est-à-dire connaître de manière plus fraîche on va dire en complément des données par drone, d'avoir de la donnée plus fraîche sur le manteau neigeux, sur son évolution de manière plus précise, et bien sûr pour nous aussi collecter des données pour faire tourner derrière. Ça peut être des modèles d'IA, ça peut être de l'algo un peu plus simple aussi pour venir proposer des optimisations en lien avec le damage, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc le damage, c'est un poste de dépense très important au sein des stations. Et aujourd'hui, nous, chez la technologie, nous commençons à travailler sur des sujets de modélisation et d'IA pour l'optimisation du parcours des machines, avec le but assez précis de répondre aux défis de décarbonation des domaines skiables. On le voit bien, le service du damage, c'est un des postes de dépenses les plus importants, que ce soit financier, mais aussi environnemental. Et en lien avec les Jeux Olympiques, c'est un des leviers prioritaires de décarboner, ou du moins d'essayer de décarboner ce poste d'activité. Et aujourd'hui, avec une saison et demie de recul, au sein notamment de la station de ski de Serre-Chevalier, avec qui nous travaillons sur ces sujets-là, nous avons identifié grâce à l'analyse de données historiques, mais aussi des données que nous avons collectées toute la saison, une grosse partie du carburant consommé par ces machines-là était consommé sur des déplacements à vide, dans le sens des déplacements qui n'apportaient pas de valeur sur le produit neige livré au client, des liaisons de piste ou des demi-tours ou du surpassage, parce que les trajets n'étaient pas très bien optimisés et c'était surtout lié au savoir-faire historique des chauffeurs. Et c'est là-dedans en fait que nous souhaitons intégrer de l'algorithmie pour rationaliser ces parcours et essayer de proposer des parcours optimisés qui vont réduire la consommation de carburant de ces machines. Du coup, aujourd'hui, c'est comment ça fonctionne et comment est-ce que nous mettons ça en place. Comme je disais tout à l'heure, nous venons intégrer certains capteurs, mais nous restons quand même très peu intrusifs par rapport à la machine. Dans un premier temps, pour aller vite, nous sommes une petite structure et nous avons démarré ces projets-là l'année dernière et ça nous a permis d'intégrer des capteurs non intrusifs dans la machine pour commencer à récolter des données, notamment des données GPS, toutes les données qui sont liées à la topographie, les pentes, les dévers, les orientations. On fait de la fusion de données avec des centrales inertielles, des accéléromètres pour pouvoir connaître un peu, modéliser vraiment tous les mouvements de la machine. Et en appliquant derrière des lois physiques, l'idée est vraiment de modéliser, d'avoir une image globale un modèle de consommation de la machine et surtout du domaine skiable afin d'optimiser au mieux. Donc, comment ça fonctionne globalement comment nous avons démarré ce projet? Les premières étapes étaient le traitement de la donnée GPS qui était récoltée. Donc, c'est du GPS RTK, c'est-à-dire c'est du GPS qui est corrigé afin de pouvoir être précis au centimètre près. Et le but était de traiter toutes ces données, donc plusieurs centaines de milliers de millions de points de GPS récoltés pendant la saison. Pardon, excusez-moi. Pendant la saison, le but était de débruiter, de lisser ces données, de les traiter pour pouvoir
permettre au modèle d'identifier si la machine était sur une piste, en dehors de piste, en train de travailler avec certaines saisies manuelles dans l'application. On peut avoir des infos sur le type de travail qui est effectué par la machine et vraiment permettre au modèle de comprendre comment fonctionne la machine et comment est-ce qu'elle évolue. Ensuite, c'est à partir de là que nous intégrons des modèles de machine pour créer en fait une cartographie du coût énergétique de chaque piste. En fait, on a tous l'image de la station de ski avec le plan des pistes, verte, rouge, noire, bleue. L'idée pour nous, ce qu'on veut faire là, c'est la même chose, mais au lieu d'appliquer une couleur, ça va appliquer un coût énergétique à chaque piste et identifier chaque segment, son coût, et pouvoir définir une cartographie vraiment précise de la consommation de chaque machine au sein de la station. Et derrière, c'est à partir de là qu'on va venir faire de l'optimisation avec des solvers mathématiques pour pouvoir résoudre ces problèmes d'optimisation combinatoire, c'est-à-dire avec différentes contraintes, différentes machines, par où passer en premier, quelle tâche effectuer en premier. Ça va permettre aussi de définir comment est-ce qu'on va damer une piste, par où est-ce qu'on va commencer, où est-ce qu'on va aller pour minimiser les points de retournement, le nombre de passes par piste, en fonction aussi du nombre de machines, et bien sûr réduire les trajets de liaison qui sont aussi très consommateurs d'énergie, les trajets de liaison entre diverses pistes. Et derrière, donc nous, notre horizon à 2030 et vers là où nous souhaitons aller, c'est de proposer des modèles IA adaptatifs par rapport aux aléas, dans le sens où aujourd'hui, un plan de damage, c'est un plan statique, c'est-à-dire que le responsable il va définir différentes tâches à effectuer pour le chauffeur, différents travaux qu'il y a à faire, différentes pistes qu'il y a à damer. Mais c'est une image statique, donc on peut l'optimiser, on peut définir par où commencer, par où terminer, mais ça ne prend pas en compte les aléas. Et là, le but, c'est de pouvoir faire de l'adaptation en temps réel par rapport à tout ce qui peut se passer pendant la nuit. J'ai parlé tout à l'heure du réchauffement climatique qui a un impact sur la neige et sur la production de neige de culture, mais ça a aussi un impact sur l'utilisation des machines. La thermodynamique de la neige, elle va changer. Si on dame une piste à une température X, on aura un certain résultat, un certain produit client, un certain produit neige, pardon. Et si on la dame avec une température légèrement différente, on peut avoir un rendu complètement différent. Et donc tout ça va avoir un impact sur les trajets, sur les chemins de passage, sur la gestion un petit peu de ce travail-là. Et voilà, l'idée finale, c'est vraiment d'avoir une synchronisation en temps réel avec les travaux de la flotte, les aléas, des pannes qu'il peut y avoir sur les machines, mais aussi tout ce qui va venir impacter la neige en lien avec la météo pour pouvoir optimiser au mieux ces trajets de dameuse. Voilà, en récoltant un maximum de données, donc comme je disais, en étant le moins intrusif possible dans la machine dans un premier temps, donc des données GPS, des données cartographiques type topo, mais aussi les mesures d'épaisseur de neige par drone qu'on collecte. Les lidars nous permettent d'obtenir des données d'épaisseur de neige historiques, et ça nous permet aussi de faire d'avoir des tendances d'évolution de manteaux neigeux, et bien sûr les mesures d'épaisseur de neige en temps réel réalisées par les machines. Voilà. Du coup, pour un petit peu synthétiser ce projet de R&D que nous développons chez Elda Technologies, l'idée, c'est vraiment de proposer une réponse assez concrète à la décarbonation de certains usages, de certaines opérations dans les stations, grâce à différentes technologies qui peuvent exister, les données géospatiales qui peuvent être existantes dans la station ou que nous venons récolter grâce à des installations que nous faisons. Des algorithmes de machine learning ou même d'apprentissage par renforcement derrière pour pouvoir optimiser au mieux l'utilisation de ces machines-là pour réduire au maximum la consommation de carburant. Je pense que je suis dans les temps, peut-être même. Parfait. Merci beaucoup. Non, c'est très bien. Merci beaucoup, Nicolas. C'était très intéressant. Je suis ravie que nos auditeurs aient accès à ces technologies, ces solutions souveraines, plutôt bas carbone et particulièrement adapté à la montagne, mais aussi, je dirais, comme vous l'avez dit, aux contraintes un peu environnementales, trop de neige, pas assez de neige. Donc, particulièrement adapté au territoire alpin et notamment aux Jeux Olympiques. C'est super. Merci beaucoup. Nous allons passer en fin de dernière intervention et je vous rappelle que vous devez, si ça vous intéresse, poser des questions à Julien, Nicolas Guibal et Nicolas Gardan et Bianca éventuellement, juste après l'intervention de Data Green. Alors, Julien
cofondateur et directeur R&D, si je ne m'abuse. Je vous désigne présentateur pour cette dernière présentation autour, bon, on vous connaît, hein, mais c'est data center IA mobile et décentralisé, particulièrement adapté d'ailleurs justement sur les territoires de montagne où il y a la connectivité peut-être faible, voire inexistante, avec cette infrastructure numérique et frugale. Voilà, on voit bien votre présentation. Ouais. Super. Parfait. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Julien, des cofondateurs de DataGreen, responsable R&D. Et donc, on a fait une seule slide, mais qui résume assez bien le projet en rapport avec les futurs Jeux Olympiques. Pour le donner du contexte, DataGreen, on est une société basée en région sud. On a commencé notre R&D en 2019 et on a vraiment créé DataGreen en 2024 avec le produit DataGreen. Et ensuite, on a directement lancé l'industrialisation, la commercialisation et plusieurs déploiements. DataGreen, on crée des serveurs pour data center, vraiment des serveurs destinés à avoir de la puissance de calcul, de stockage, du stockage, du CPU, du GPU, donc haute performance, mais de façon résiliente, de façon la plus souveraine et la plus éco-responsable possible. En fait, on a développé nos serveurs basés sur plusieurs innovations qui permettent d'éliminer totalement l'air conditionné, qui permet d'éliminer l'utilisation de réservoirs d'eau, qui permet de décentraliser les serveurs, puisqu'on les a rendus totalement hermétiques. Donc, ce qui veut dire qu'on peut les placer partout, dans n'importe quelle condition climatique, n'importe quel bâtiment, et qu'on réutilise aussi également la chaleur perdue, donc la chaleur fatale des serveurs, pour la revaloriser, la redistribuer sur du bâtiment, sur du réseau urbain. Et ça, donc, de façon totalement souveraine, à destination des entreprises, des sociétés, des collectivités, des data centers, puisqu'on fournit la technologie, on fournit l'infrastructure. En fait, donc, il y a plusieurs, maintenant, cas d'usage. Et là, concernant les Jeux Olympiques, on a ciblé 3 cas d'usage différents. D'une part, c'est le village olympique connecté. Forcément, pendant les Jeux Olympiques, les épreuves sportives, les médias vont avoir besoin vont avoir énormément de données générées en temps réel et vont avoir besoin de les traiter la plus localement possible, avec le moins de latence possible, avec le plus de précision possible. Et donc, il faudra forcément avoir accès à un réseau et à une plateforme, à vraiment donc des outils, des infrastructures de stockage et de puissance de calcul. Forcément, on est en France et on pense de plus en plus à la souveraineté, au cloud souverain, de aussi garder les données les plus proches de l'utilisateur et les plus sécurisées, les plus résilientes. Donc, c'est pour ça qu'avec DataGreen, on intègre du cloud souverain aussi par des partenaires français de cloud, donc 100% souverain, 100% sécurisé. Et également, nous, notre spécialité, c'est de forcément réutiliser la chaleur perdue. Et donc là, on peut directement la réutiliser pour le village olympique. La deuxième chose, c'est côté surveillance, sécurité. On parle beaucoup de sécurité, de caméras de surveillance. Ça sera voilà, une gestion assez complexe de la foule, plusieurs événements à différents endroits. Et on a un partenariat aussi avec une structure française donc, qui a aussi travaillé pour les derniers Jeux Olympiques de Paris pour la vidéosurveillance, avec qui on peut combiner à la fois donc, la vidéosurveillance, le réseau privé avec le data center également, parce que donc, il faut avoir le contrôle sur toute la chaîne. Donc, contrôler les zones les plus isolées, la gestion de foule, et aussi également de l'héritage. Et ça, je vais y venir juste après parce que ça va reprendre ces 3 cas d'usage. Et enfin, c'est le broadcasting. L'événement est vu par
alors j'ai pas le nombre, mais je pense que c'est plus d'1 milliard de personnes sur la planète. Donc tous les médias réunis dans un seul endroit, des journalistes, des chaînes de télé, beaucoup de données aussi transmises et à transmettre en temps réel, avec des conditions climatiques qui sont pas souvent, donc surtout pour les Jeux Olympiques d'hiver à la montagne, qui sont pas souvent clémentes. Donc c'est vraiment avoir localement un data center, hein, vraiment ces serveurs-là pour la puissance aussi de calcul de stockage, donc directement localement. Et aussi, donc là, c'est dans la catégorie broadcasting, même si c'est pas du broadcasting directement, ce sont des spectacles, par exemple de plus en plus de spectacles de drones, donc sûrement qu'il y en aura pour ces futurs Jeux Olympiques, où les spectacles de drones ont aussi besoin d'une puissance locale, voilà, afin d'avoir le moins de latence possible. Je vais venir sur la partie héritage aussi, parce que c'est important. En tout cas, c'est important pour ces Jeux Olympiques et pour les acteurs qui y participent. C'est voilà, ne pas juste créer quelque chose pendant 1 mois ou 2, mais c'est vraiment que ça soit le plus utile à la population, aux villes, aux stations de ski. Et donc, c'est pour ça que nous, on est vraiment dans cette vision-là de créer quelque chose qui dure dans le temps et qui puisse être déplacé. Et là, je viens sur le côté mobile, parce que donc nous sommes fournisseurs, développeurs de serveurs pour les data centers. Donc, on place dans des bâtiments, dans des data centers, mais qu'on peut aussi rendre mobile sur des data centers mobiles. Et donc, pour la précision, c'est pas juste mettre un conteneur sur un camion et c'est tout. Forcément, il y a beaucoup de contraintes de poids, des contraintes thermiques, des contraintes de vibration lorsque le camion est en mouvement. Et donc, tout ça, c'est des choses, des contraintes qu'on a étudiées depuis 2019 et auxquelles on les met en place maintenant pour des événements sportifs, que ça soit même pour des événements de Formule 1, des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, du coup, c'est le cas idéal. Si des spectacles de drones, en fait, ça rentre ici dans cet aspect mobile et très temporaire, et aussi pour vraiment donner de la connectique et répondre aux besoins des zones à désertification numérique, voilà, qui sont pas encore connectées, mais qui ont besoin de cette connectivité-là. Ça sert à ça. Le data center mobile, en fait, il existe nulle part, en fait, à part ici, parce que c'est soit du data center dans du bâtiment, soit dans un conteneur, mais qui ne bouge pas. Là, c'est vraiment une version mobile qui peut être déplacée dans n'importe quelle condition climatique. On a voulu aussi répondre vraiment à ces projets-là, pas seul, mais à plusieurs, parce que c'est à plusieurs où on est plus fort. Mais plusieurs sociétés ou parties qui font partie de la région sud également, puisqu'on vient de là, que ce soit du labo de recherche universitaire, l'IMRED par exemple, que ce soit des entreprises, des startups, Videtix, HiMyData, des opérateurs de data center aussi, du cloud souverain, Aureus, Firecell et même d'autres clouds français. Donc, voilà, j'ai fait le tour de la technologie DataGreen et aussi voilà, du projet avec ses partenaires. On ne vient pas seul, on vient avec des partenaires où chacun amène sa brique pour créer vraiment toute la chaîne de A à Z du on va dire, cloud souverain, data center souverain, connectique souveraine, et répondre au mieux aux besoins de ces Jeux Olympiques qui sont de plus en plus connectés. Chaque édition, il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus d'IA aussi, de plus en plus performantes, auxquelles il faut savoir répondre très rapidement, de manière durable, résiliente aussi, sécurisée. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de la technologie. Alors, je ne sais pas quel temps, parce que je n'ai pas du coup le timer en face de moi, mais j'ai 11h50. C'est parfait.
Merci Parfait. Julien. Je vais appeler les deux Nicolas, Julien et Bianca peut-être à se reconnecter. Et puis, je vais inviter les participants à poser une question. Alors, vous pouvez poser une question donc, à Nicolas Gardan, Nicolas Guibal, Julien Choucroune et Bianca Blasi par écrit dans le module questions que vous devriez voir sur votre menu GoToWebinar. N'hésitez pas, c'est le moment. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise, l'interface graphique a changé il y a un mois, donc personnellement, je suis un petit peu moins à l'aise, mais en tout cas, j'ai une question pour vous, vous trois, en fait, hein, donc les offreurs de solutions, déjà. Une première question, vous pouvez répondre chacun l'un après l'autre, peut-être, assez large. Quel est votre roadmap pour l'échéance Jeux Olympiques 2030 ? Y a-t-il encore des enjeux R&D auxquels il faudra faire face ? Ou alors, est-ce que vous êtes prêt à déployer à 100% hein, est-ce que c'est prêt sur l'étagère ? Une bonne question justement pour voir la maturité de vos solutions et peut-être l'intégration possible ou l'expérimentation possible dans les différentes stations de ski, notamment qui nous écoutent. Qui veut prendre la parole en premier ? Moi, ça va être rapide. Hein. Tout ce qui concerne maintenance prédictive, en fait, ça c'est déployé, c'est-à-dire qu'on le déploie déjà en aéronautique, en automobile. Donc après, venir travailler sur l'anticipation de panne dans les stations de montagne, c'est de l'adaptation. C'est presque des outils qui sont sur étagère et qu'on est capable d'intégrer. Je ne vais pas dire facile, c'est de la haute technologie, mais ça s'intègre. Ok, merci. Peut-être Nicolas Guibal, peut-être Elda ? Ouais, j'allais prendre la suite. Nous, de notre côté, on n'a pas les deux. On a des choses déjà sur étagère. Je suis plus sur la partie outils pour la mesure des vaisseaux de neige par drone, par machine, gestion du dommage, etc. Nous, là, on est toujours en R&D et ça, le but, c'est de pouvoir apporter une solution concrète déjà dès 2-3 années à venir. C'est sur la partie d'optimisation du damage que je vous ai un petit peu présenté, où là, on est plus encore en lien avec certains centres de recherche et encore en expérimentation dans les stations et surtout en train de faire de la récolte de données, beaucoup de récolte de données. Donc ça, c'est plus encore en R&D, mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose de prêt pour ces JO. Ouais. Ok, merci. Et enfin, Data Green, Julien ? Mon micro est coupé. Oui, non. Alors concernant la technologie Data Green, elle est déjà à un stade avancé de maturité, déjà déployée dans plusieurs instituts, plusieurs sociétés ou data centers. Nous, donc nos infrastructures reposent sur des briques technologiques existantes et éprouvées, déjà testées et éprouvées par plusieurs cabinets ou plusieurs instituts différents, et intégrées dans une architecture innovante de data center compact et mobile. Donc, oui, dans la perspective JO 2030, on a toujours ce calendrier d'amélioration et d'optimisation, même si actuellement on est en pleine phase d'industrialisation et de déploiement progressif. Ok. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions. Alors je me pose une question. Est-ce que vous voyez bien le module questions sur votre menu ? Est-ce que vous êtes capable ? Parce que j'ai reçu quelques remarques, comme quoi c'était très intéressant. Il n'y a pas de questions. Écoutez, vous voulez prendre la parole pour terminer, pour conclure ? Julien, Nicolas, ou pas ? Sinon, c'est moi, je vais présenter ce que j'avais à dire. Donc, vous êtes prêts, en tout cas, vous êtes prêts à collaborer avec les stations, les lieux des Jeux Olympiques. Sachez qu'il y a une réunion importante le 25 mars à Marseille, si ma mémoire est bonne, de rencontres qui s'appelle Match the Buyers, où effectivement, si vous, d'ailleurs vous, Julien, Nicolas, au pluriel, êtes intéressé de connaître peut-être les différentes thématiques, les enjeux de ces Jeux Olympiques, de la Solidéo, du COJOP, mais également la procédure pour répondre aux différents appels d'offres, le planning aussi, les différentes échéances, les différents jalons. C'est vrai que c'est une réunion qui peut être importante le 25 mars après-midi pour mieux comprendre justement toutes ces différentes dates importantes et process pour rentrer dans les appels d'offres et pouvoir bénéficier éventuellement de fonds de financement pour construire ou moderniser les infrastructures de ces Jeux Olympiques. On y sera avec plaisir.
Voilà. On me pose la question aussi de savoir si cet événement est disponible après aujourd'hui. Oui, nous allons le mettre en replay sur YouTube. Nous le mettrons également sur notre site web Accentis en format MP4. Hein, vous pourrez disposer à votre convenance. Vous pouvez faire des coupures au montage aussi si vous voulez, hein, Nicolas et Julien. Et puis, on refera ce genre d'événement pour mettre en avant voilà, des offreurs de solutions comme vous qui avez répondu à l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé l'été dernier, mais pas forcément. Je pense à Elda Technologies, par exemple. Mais nous ne faisons pas de ségrégation. Nous mettons en avant des offres de solutions pertinentes qui peuvent répondre à des vraies problématiques liées justement au territoire alpin, qu'ils aient répondu ou pas. Alors, bien sûr, on a mis en avant nos répondants, avec 180 projets cumulés avec les différents pôles, les différents AMI l'été dernier. On les a présentés à la Solidéo, on les a présentés au COJOP, et on espère bien justement conserver cette dynamique et fédérer encore plus d'offreurs de solutions justement pour répondre aux enjeux de ces territoires alpins et aux JO. Voilà, écoutez, il est midi, je vous remercie à tous. Je vous souhaite un bon week-end un peu en avance, et puis on reste connectés et peut-être pour une prochaine session sur d'autres solutions, peut-être pas basées sur l'IA, pourquoi pas, mais voilà, d'autres solutions qui permettront de répondre également à ces enjeux des Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. À très bientôt. Au revoir.